Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de 500 à 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 41. Enki et le début de l'islam médiéval, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Dans Passion médiéviste, entre le moment où le contact se fait avec le jeune chercheur, le moment de l'enregistrement et celui de la diffusion de l'épisode, il peut parfois s'écouler plusieurs mois, le podcast étant mensuel, j'arrive souvent à avoir 5-6 épisodes d'avance. Mais mon invité d'aujourd'hui, nous avons mis plus de 2 ans à trouver une date où nous étions tous les deux disponibles pour enregistrer. 2 ans. Donc aujourd'hui, je suis très contente de te recevoir enfin. Bienvenue Enki Baptiste. Bonjour. Tu es doctorant en histoire médiévale à l'Université Lumière Lyon 2. À l'époque où tu m'avais contacté d'ailleurs, tu n'avais même pas encore commencé ta thèse. Je crois que tu venais à peine de finir ton mémoire. Et aujourd'hui, tu fais une thèse sur le sujet « Aux marges de l'Empire, théorie et pratique du pouvoir dans l'ibadisme médiéval du 8e au 10e siècle ». Et tu es donc doctorant aussi associé au Centre français d'archéologie et de sciences sociales basé à Kuwait City au Koweït. Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler des débuts de l'islam, revenir aux origines si on peut dire, mais aussi sur comment se sont écrits ces premiers temps de la religion monothéiste. Donc Enki, commençons par le tout début s'il te plaît. Pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, comment est né l'islam ? Où et quand émerge cette nouvelle religion ? Cette nouvelle religion émerge en Arabie, dans une région particulière, le Hijaz, qui est une chaîne montagneuse de l'ouest de l'Arabie, dans laquelle se situent plusieurs grandes villes importantes qui sont peuplées déjà depuis plusieurs siècles par des tribus. Donc les principales villes connues de cette région sont la Mecque et Médine. Et au nord, on a également les oasis de Khaybar, qui sont des oasis qui sont peuplées depuis plusieurs siècles par des tribus juives. Donc aujourd'hui, ça correspond à quel pays ? Ça correspond à l'Arabie Saoudite. Donc l'islam naît dans ce milieu qui est géographiquement un milieu très aride, qui est un milieu très dur à vivre, avec beaucoup de contraintes, peu d'eau, des précipitations donc, qui sont faibles, et également une zone sismique et une zone volcanique. L'islam naît autour de la personne de Mahomet, le prophète, ou Mohammed en arabe, qui est donc considéré comme le sceau des prophètes, le dernier prophète, par la tradition coranique. Il commence à prêcher une nouvelle religion, mais qui est profondément imprégnée par le milieu biblique dans lequel il évolue, c'est-à-dire le milieu arabique, qui est déjà monothéiste depuis plusieurs siècles, malgré ce que nous en dit la tradition coranique, qui nous présente la période avant l'islam comme la jahiliya, c'est-à-dire la période de l'ignorance, qui livre une image de l'Arabie qui serait complètement païenne et idolâtre. Et donc le Coran va fermement condamner l'idolâtrie et le paganisme. Donc Mahomet commence à prêcher dans la ville de la Mecque et il reçoit donc des révélations de Gabriel, ou Jibril en arabe, un ange qui est l'intermédiaire entre Dieu, Allah, et son prophète, Mahomet. Et donc Mahomet fait plusieurs retraites spirituelles dans une grotte dans les alentours de la Mecque pendant la nuit, au cours desquelles il reçoit cette révélation progressivement, et il commence à la diffuser dans son milieu en fait, c'est-à-dire à sa propre tribu, la tribu de Quraïsh. Bon, on a des soucis aujourd'hui pour définir ce que c'était qu'une tribu à l'époque, parce que une tribu, c'est énormément de clans, de sous-clans, de familles. Il y a un vocabulaire très large en arabe pour lequel on n'a aucun correspondant en français. Bon, toujours est-il que Mahomet prêche à Quraïsh, qui est une grande confédération qui rassemble plusieurs clans. Il est très vite persécuté parce qu'il remet en cause le monopole de Quraïsh sur le pèlerinage, qui était en fait le pèlerinage qui a lieu aujourd'hui à la Mecque, qui est un pèlerinage qui existe depuis plusieurs siècles avant l'islam. C'était un pèlerinage de quoi alors à l'époque ? C'était un pèlerinage
au cours duquel les tribus venaient rendre hommage à 3 grandes divinités. C'était à l'époque évidemment une religion polythéiste et idolâtre également, puisque les Mécois à cette époque-là rendaient hommage à des idoles, à des statues qui étaient probablement disposées autour de la Kaaba, donc de cette grande place autour de laquelle les musulmans aujourd'hui circulent en rond lors du pèlerinage. Il y a d'ailleurs un épisode au cours duquel Mahomet brise les idoles, donc annonce la rupture définitive avec cette religion païenne. Donc Mahomet commence à prêcher et il est très rapidement donc réprimé par cette tribu de Quraïch et il est contraint à l'exil parce que la situation est intenable. Il a commencé à rassembler un groupe de soutien, parmi lesquels sont les principaux compagnons, on les appelle des compagnons aujourd'hui, dont font partie les futurs califes Abou Bakr, Oumar, Othman et Ali. Et a lieu alors une première émigration qu'on connaît très peu généralement, qui se dirige vers l'Abyssinie, c'est-à-dire l'Éthiopie actuelle, qui était aux mains d'un roi qu'on appelle le Négus, chrétien, et qui a offert l'asile à certains des compagnons du prophète. Pas le prophète, lui était resté à la Mecque. Et ils sont restés un temps là-bas avant de revenir à la Mecque et ensuite de faire la grande émigration, l'Hégire, qui marque le début réel, donc 622, le début du calendrier musulman aujourd'hui. Et donc là, les musulmans quittent clandestinement la Mecque vers Médine, qui se situe au nord, qui est également une oasis, peuplée par 3 tribus juives, les Banu Qurayza, les Banu Kainuka et les Banu Nadir, qui sont les 3 grandes tribus juives de la ville, qui vivent de l'agriculture, du commerce, et qui accueillent Mahomet en le reconnaissant comme apportant une parole divine. Donc Mahomet arrive dans cette ville de Médine avec ses compagnons. Très rapidement, donc, un conflit advient entre les Juifs et Mahomet. Il faut quand même savoir que Mahomet, pendant plusieurs années, a fait prier ses compagnons en direction de Jérusalem, probablement en pensant rallier les Juifs à son message, avant que ces derniers finissent par le refuser catégoriquement. Et là, Mahomet décide de réprimer ces tribus juives. Il exile 2 autres tribus. Il détruit, et il y a des épisodes de guerre vraiment entre les compagnons du prophète, le prophète et ces tribus juives. Il y a des palmeraies, donc ces oasis qui représentent la richesse à ce moment-là dans l'Arabie, qui sont rasées, détruites. Les Juifs doivent donc quitter Médine. Mahomet se rend donc maître de la ville, à partir de laquelle il commence à combattre, là aussi d'une manière guerrière, ses propres parents, restés à la Mecque, les Quraïch. Du moins ceux qui ne l'ont pas rejoint, parce qu'il y a quand même une partie de sa famille qui l'a rejoint. Mais il commence à combattre Quraïch. Donc on a plusieurs épisodes de bataille, il y a une défaite, plusieurs victoires, jusqu'à l'année 628, où Mahomet rentre dans la Mecque et s'impose définitivement comme le chef de cette nouvelle religion. Il s'impose comme le chef de ce nouvel ensemble tribal qui se définit comme musulman, ou disons pour l'instant croyant, parce qu'on ne parle pas vraiment encore, du moins on n'a aucune attestation du terme de musulman à cette époque-là. Donc là on est en 628, mais en fait le prophète meurt quelques années après ça, il meurt en 632, et si je peux le dire de façon un petit peu familière, c'est là que les ennuis commencent au niveau des tensions et des scissions au sein de l'islam. Exactement, c'est à ce moment-là que, au moment de la mort du prophète, en 632, qu'arrive au pouvoir, de manière un peu impromptue, le premier calife, Abou Bakr, qui doit faire immédiatement face à une grande révolte dans toute l'Arabie, du moins dans beaucoup de zones de l'Arabie, notamment le Bahreïn, Oman et la grande oasis du centre de l'Arabie, la Yamama, qui sont à ce moment-là peuplées par des tribus qui ont prêté allégeance au prophète, et qui soudainement retirent leur allégeance en prétendant que le prophète mort, l'allégeance ne tient plus, et donc ils n'ont plus à payer les impôts coraniques qui avaient été institués par le prophète. Donc à ce moment-là, Abou Bakr entre en guerre contre ces tribus. C'est ce qu'on appelle les grandes guerres d'apostasie. Du moins c'est comme ça que la tradition musulmane les présente, puisqu'en réalité, on ne sait pas réellement si on peut parler d'apostasie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un refus des contraintes financières imposées par le nouvel État médinois. Oui, c'est pas forcément en fait là une question de religion, mais plus d'impôts. Exactement, oui. Alors évidemment, l'historiographie musulmane fait passer ça pour une question religieuse. En réalité, il s'agit d'une question d'impôts, et donc les guerres débouchent cette fois-ci dès 634, c'est-à-dire en fait à la mort d'Abou Bakr, il règne très peu de temps. Ces guerres donc débouchent sur la soumission de l'intégralité de l'Arabie au nouvel État médinois, et donc
au calife, Abou Bakr, et donc à son successeur, Omar, qui arrive au pouvoir en 634, dès la mort de Abou Bakr. Pourquoi on appelle ça des califes ? Alors le terme est évidemment très problématique. On sait qu'on parlait de calife à ce moment-là, mais on ne sait pas exactement ce que cela recoupait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un terme qui s'impose ensuite avec la première dynastie de l'islam, les Omeyyades, mais c'est un terme qui est coranique, qui a des origines coraniques. En arabe, on parle de khalifa, ça veut dire vicaire ou successeur ou lieutenant. On a des passages dans lesquels Dieu affirme que Adam est son vicaire sur terre. Donc c'est comme ça que les premiers souverains se seraient appelés. Il y a ensuite un débat qui existe au sein de la communauté musulmane, pour savoir s'ils étaient califes de Dieu, donc Khalifat Allah, ou califes de l'envoyé de Dieu, ce qui là était plutôt une fonction du coup temporelle et beaucoup moins divine. Donc on parle de Khalifat Allah ou Khalifat Rasulallah. Et ça a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'ensuite le terme a été pratiqué durant toute l'époque omeyyade et abbasside, et on a eu des califes abbassides, omeyyades, fatimides, chiites, et donc le terme a été constamment réutilisé. Parfois, des souverains en ont fait un usage proprement temporel, parfois au contraire, ils ont réaffirmé l'aspect divin de leur fonction, et donc c'est évidemment un sujet sur lequel la littérature est dense. Toi, tu as beaucoup travaillé sur ces 3 premiers califes de l'islam. Donc là, on en était au 2e. Comment l'empire se développe ? On peut parler d'empire, je pense, après, enfin du moins au moment où Omar lance les grandes conquêtes qui ont lieu pour la Syrie, l'Irak et l'Iran actuel en quelques décennies, donc entre 634 à peu près, et ensuite sous Ousmane, le mouvement se perpétue, donc jusqu'en 656 à peu près, et puis le mouvement reprend par phases successives jusqu'en 750, où les Abbassides, donc la dynastie qui s'est imposée après les Omeyyades, est défaite dans les confins de l'Empire, près de la Chine, dans une bataille qui a lieu donc contre les armées chinoises. Et donc à la suite de ces conquêtes, se constitue un immense territoire qui passe sous l'autorité du calife, depuis Médine. Et là, on commence vraiment à parler d'empire islamique, puisqu'on va du Maghreb, même d'Andalousie, d'Al-Andalus, donc d'Espagne, jusqu'aux confins de l'empire en Asie centrale, sur les frontières chinoises. Oui, tout ça, c'est un seul empire ? Oui, à ce moment-là, oui. Effectivement, c'est un seul empire. Il va même donc au nord, jusque dans les zones du Caucase. Donc c'est vraiment un empire immense qui comprend une immense mosaïque de populations qui sont encore majoritairement chrétiennes. Et tout cela est sous le contrôle de Omar et de Ousmane ensuite, qui gèrent ça grâce à des gouverneurs qui sont envoyés dans les provinces et qui collectent l'impôt, qui ont soumis les principaux centres urbains. Pour ce qui est des campagnes, évidemment, c'est plus compliqué de le savoir parce que les sources ne nous parlent jamais beaucoup des campagnes. Mais les centres urbains sont sous le commandement de ces gouverneurs. Il ne faut certainement pas voir ce mouvement comme une rupture dans l'histoire du Moyen-Orient. Les structures administratives restent en place. Les gouverneurs, en fait, dominent une élite lettrée qui est majoritairement au Moyen-Orient de langue grecque, et qui est chrétienne évidemment. Il n'y a pas de conflictualité majeure à ce moment-là. Les armées qui étaient en mesure de résister aux troupes islamiques, c'est-à-dire en fait les armées byzantines et sassanides, étaient épuisées par des années, même des décennies de guerre qu'elles s'étaient livrées mutuellement au 5e et au 6e siècle. Et donc elles n'ont jamais été vraiment en mesure d'offrir une résistance aux troupes musulmanes. Et les populations ont très vite accepté de passer sous la domination de ces nouveaux chefs, en fait. Il s'agissait simplement de changer d'allégeance, et maintenant on passait sous l'allégeance d'un musulman, mais bon, on ne le connaissait pas vraiment, on payait juste un impôt. Donc ces populations vivaient donc sous la domination de ce calife, mais vivaient en paix, pouvaient continuer à faire du commerce. Ça n'a jamais été un frein au commerce et aux échanges et à la circulation des biens et des personnes. Et pour bien resituer, à la même époque, on a les rois mérovingiens, c'est ça ? Effectivement, à la même période, on a les rois mérovingiens, et d'ailleurs, ces troupes arabes qui sont lancées depuis le califat arabique arrivent en 732,
jusqu'à Poitiers. Bon, c'est la fameuse bataille de Poitiers qui a fait également couler beaucoup d'encre. Ce qui est sûr à ce moment-là, c'est que ce sont des troupes majoritairement berbères qui ont fait la conquête de l'Espagne, qui sont sous le commandement d'un chef arabe, mais ce sont majoritairement donc des berbères qui arrivent jusqu'en France. Alors après, tout ce qui est les détails de la bataille, on n'en sait pas grand-chose, puisque évidemment... Même est-ce que c'était vraiment une bataille dans Super Jeux de Royal, le format que je fais aussi, donc où on classe les rois de France, on a fait un petit point là-dessus si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus. On n'a pas arrêté les Arabes à Poitiers, faut un petit peu se calmer là-dessus, n'est-ce pas? Évidemment, il faut relativiser. On a des historiographies, que ce soit du côté mérovingien ou arabe, qui sont apologétiques et qui sont écrites dans un contexte de confrontation. Donc les informations sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions. Revenons donc au calife. On s'est arrêté au deuxième, donc là, comment on passe au troisième calife? Il faut savoir que sur les 4 premiers califes, il n'y a aucune méthode de succession typique. Abou Bakr meurt de maladie, de vieillesse. Oumar est nommé dans l'urgence. Oumar, lui, est poignardé sur un marché par un persan. Il nomme, avant sa mort, sur son lit de mort, puisqu'il met 3 jours, c'est ce que nous dit l'historiographie, à mourir, donc, il nomme 6 hommes, un conseil de consultation, on appelle ça une choura en arabe, et il demande à ces 6 hommes de s'enfermer. Alors des auteurs ont comparé ça à une espèce de conclave. Oui, c'est ça ressemble un peu aux évêques qui élisent le pape. Un petit peu. Et de se mettre d'accord sur son successeur. Il ne voulait surtout pas le nommer lui-même. Il refusait également de nommer son fils, parce que Oumar est présenté comme un calife très intègre contre la succession dynastique. Et donc il choisit 6 hommes, et parmi ces 6 hommes, on trouve Ousmane et on trouve Ali, qui sont les 2 principaux prétendants à ce moment-là. Et en fait, c'est Ousmane qui va être choisi, et c'est à lui qu'on va prêter allégeance, et qui va devenir donc le successeur de Oumar, et qui va poursuivre le mouvement des conquêtes. Pour ce qui est de Ousmane, son histoire est très problématique, parce qu'il est le premier calife qui a été assassiné par des musulmans dans sa maison, en train de lire le Coran, nous dit l'historiographie. Au niveau symbolique, on est très loin là. Évidemment, c'est un très gros problème, et les auteurs musulmans ont dû justifier que des compagnons, dont certains avaient une place très importante dans l'islam, aient été jusqu'à poignarder le calife dans sa maison. Donc en fait, il est très difficile de reconstituer sa vie, parce qu'elle nous est présentée comme divisée en 2. Il a régné 12 ans, jusqu'en 656, et sur ces 12 ans, 6 ans auraient été 6 années vertueuses, et les 6 dernières années auraient été des années de trahison vis-à-vis de l'héritage de ses 2 premiers prédécesseurs, donc Abou Bakr et Oumar. Et pour cette raison, les musulmans finissent par se révolter. C'est ce qu'on appelle la grande fitna, la grande discorde. Donc les révoltes ont lieu dans 2 grandes villes, en Égypte et en Irak, à Koufa en Irak et dans la région du Caire aujourd'hui en Égypte. Et ce sont donc ces conquérants qui ont fait la conquête de ces territoires qui d'un seul coup refusent la méthode que adopte le calife, à savoir distribuer les biens issus des conquêtes. On parle de trésors de guerre d'une valeur immense. Il commence à les distribuer à ses proches. En fait, il fait action de népotisme, ce que les musulmans condamnent fermement, et sous ce prétexte, les musulmans d'Irak et d'Égypte se rendent jusqu'à Médine et viennent assiéger le calife dans sa maison pendant 40 jours, nous dit l'historiographie. Je précise parce que on n'a évidemment aucune autre trace de cela, donc on est obligé de se fier à cette historiographie. Et donc, pendant 40 jours, le calife fait face à ses assaillants, essaye de négocier, mais en fait fait preuve d'une forme de trahison en reniant ses actes, en faisant preuve de repentance, puis en fait en revenant sur ses paroles. Et il finit par être assassiné par des compagnons qui rentrent dans la maison et qui pillent sa maison et le poignardent alors qu'il est en train de lire le Coran. Il y a même aujourd'hui des reliques qui existent des Corans sur lesquels il y aurait des traces de sang de Ousmane. Mais c'est un épisode traumatisant et c'est le début de cette grande révolte qui va s'étendre et qui va marquer tout le règne de son successeur, Ali, qui arrive donc au pouvoir immédiatement après, mais qui arrive dans un contexte où il n'y a plus de consensus parmi les musulmans, il n'y a plus de consensus sur qui porter au pouvoir, et en fait, il arrive, il s'impose, on lui prête allégeance, et immédiatement, les partisans de Ousmane, donc en particulier sa famille, c'est-à-dire les futurs Omeyyades, et en particulier le leader de cette contestation contre Ali, c'est le gouverneur de Syrie, Muawiyah, qui deviendra le premier calife Omeyyade, demande justice, et demande justice pour le sang donc, de Ousmane, et appelle à combattre Ali, qu'ils accusent de protéger les assassins de Ousmane. Ali refuse de livrer les hommes qui sont accusés d'avoir assassiné le calife, et donc s'ensuit un affrontement qui dure jusqu'en 661, date à laquelle donc Ali est poignardé par un khalijite, c'est-à-dire un rebelle. Il est poignardé à l'entrée de la mosquée, alors qu'il vient de remporter une victoire très importante quelques années auparavant
contre les rebelles qui demandaient vengeance pour le sang de Ousmane et qu'il a combattu Muawiyah. Aucun des deux n'a gagné, mais une procédure d'arbitrage est en cours, au cours de laquelle donc plusieurs hommes ont été nommés pour essayer de décider si Ali est légitime ou non, et si le meurtre de Ousmane doit être vengé ou non. Donc en fait, on est dans une espèce de temps mort à ce moment-là. Temps mort pas vraiment, puisque en fait, au moment où Ali décide de se plier à un arbitrage humain, après la bataille de Siffin, qui est une bataille très importante en 657, qui oppose donc Muawiyah à Ali, Ali donc décide de se plier à ces règles de l'arbitrage, et un groupe d'hommes parmi son armée décide de sortir de l'armée, c'est-à-dire de se révolter. Et en arabe, on appelle ça donc kharaja, et c'est de là que vient le terme de kharijit, c'est-à-dire des rebelles pieux qui proclament qu'il n'y a de justice que dans le Coran et qu'un arbitrage humain n'est pas valable et que c'est absolument impossible de se fier à un arbitrage humain et qui demandent à Ali de se repentir, ce que Ali refuse. Et c'est pour ça qu'en 661, un kharijite décide d'assassiner Ali, tout en combattant Muawiyah, bien sûr, qu'il juge tout aussi illégitime, bien entendu, puisque pour les kharijites, seul un homme porté au pouvoir par tous est légitime. Et d'ailleurs, ils prennent modèle sur cette assemblée de consultation qu'avait mis en place Omar. Ils veulent justement une consultation générale pour qu'un leader puisse émerger de manière totalement légitime. Et il va se constituer donc un certain nombre de groupes de ces zélés. Ce sont vraiment des hommes animés d'un zèle religieux très fort, et ils ne vont cesser de se révolter pendant toute la période omeyyade. Ils vont faire beaucoup de dégâts, ils vont causer beaucoup d'escarmouches. Certains vont massacrer des populations jusqu'aux confins de l'Empire, en Asie centrale, au Sigistan, c'est des régions d'Asie centrale, en Afghanistan actuel à peu près. Et les Omeyyades vont passer tout leur règne, c'est-à-dire presque un siècle, entre 651 et 750, à les combattre. Et ils vont essuyer un certain nombre de défaites très cinglantes contre ces rebelles, contre ces zélés de la foi. Et c'est à peu près à ce moment-là que se produit aussi une session qui, jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, pose problème, la division entre les sunnites et les chiites. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire-là ? Effectivement, c'est au moment de la bataille de Siffin, donc en 657, qu'on commence à parler de partisans de Ali. En arabe, on appelle ça Shi'at Ali, c'est-à-dire vraiment littéralement les partisans de Ali. Et ce terme va ensuite prendre corps lorsque, au sein de ces partisans, vont émerger des groupes qui prétendent que c'est ces fils qui doivent être nommés et devenir des imams. On ne parle plus de califes, mais on parle d'imams, et qu'ils sont en fait des envoyés de Dieu. Il y a une dimension divine dans l'office du pouvoir chiite, très fortement ancrée dans cette fonction d'imam. Et donc pour les chiites, l'homme porté au pouvoir doit impérativement être un descendant de Ali, puisque son lignage est sacré. Certains même affirment que le prophète Mahomet avait nommé Ali comme son successeur et non pas Abou Bakr. Au tout début, au moment de sa mort en 632. Exactement. Juste avant, il y a un épisode connu dans les sources chiites dans lesquelles les auteurs affirment que Ali avait été nommé par Mahomet, mais que Abou Bakr et Omar ont falsifié des documents et ont outrepassé Ali pour le mettre sur la touche. Et donc, évidemment, il y a un sentiment de vengeance qui s'impose chez les chiites dès lors que Ali est à nouveau renversé et que les Omeyyades prennent le pouvoir. Donc là encore, des groupes chiites entrent en rébellion, et ce sont des rébellions qui vont agiter l'Empire islamique jusqu'à assez tardivement, avec là encore plusieurs schismes au sein du schisme. Et du coup, qui sont les sunnites ? En fait, on ne parle pas de sunnisme avant probablement le 9e, 10e siècle, donc c'est un terme qui arrive très tardivement. En revanche, on peut parler de proto-sunnisme pour définir l'islam majoritaire qui s'impose, c'est-à-dire l'islam de l'Empire abbasside, avant lui Omeyyade, mais surtout abbasside. De ceux qui ont renversé Ali, en fait, et qui ont pris le pouvoir par la suite après les califes. Effectivement, ce sont les gens de l'orthodoxie, c'est-à-dire ceux qui vont fonder les grands principes majoritaires aujourd'hui de l'islam, les principes de jurisprudence en particulier, et qui vont être à l'origine donc de l'Empire et de l'histoire musulmane telle qu'on la connaît dans ses grandes lignes, c'est-à-dire du développement des fonctions institutionnelles de juge, on appelle ça un qadi, ou des traditionnistes également qui vont compiler, non pas le Coran, mais compiler les paroles du prophète, ce qu'on appelle les hadiths, et qui vont en faire des sommes monumentales à la fin du 9e siècle, avec notamment un auteur qui s'appelle Bukhari, qui compose un immense recueil de traditions prophétiques qui devient un ouvrage canonique chez les sunnites. Et c'est en fait un processus très long, mais c'est comme ça que le sunnisme commence à prendre corps, contre aussi les groupements dissidents, en particulier le chiisme et le kharijisme.
Bref, bienvenue au Seigneur d'Agonais. Père Blaise. Aujourd'hui, le seigneur d'Agonais doit nous exposer le compte-rendu de l'enquête sur le Graal qu'il a menée en Judée. Le premier truc qui frappe, c'est la langue. La langue ? Oui, enfin vous savez ce que c'est. On arrive sur place, boum. Mais en fait, c'est quand on commence à entendre les gens parler que là... Eh ben quoi ? Là, on se dit, je suis pas chez moi. Enki, pourquoi tu as voulu travailler sur l'islam médiéval ? Je pense que quand on fait de l'histoire, et surtout quand on travaille sur un sujet comme le monde arabe, qui est un sujet aujourd'hui qui fait l'actualité, et qui ne cesse de nous poser des questions, on est forcément influencé par ce qui nous entoure. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au monde arabe quand j'étais en licence. Je m'intéressais beaucoup à la géopolitique, parce que c'était le moment de l'explosion des printemps arabes, et notamment du développement de la guerre en Syrie. C'était des épisodes tragiques évidemment, mais qui m'ont beaucoup interrogé sur pourquoi ces groupes armés, pourquoi cette idéologie de l'islam politique, quelles étaient un peu ces grandes fractures. Et progressivement, j'ai lu beaucoup sur l'islam, j'ai voulu apprendre l'arabe. Je crois que ça a été une porte d'entrée aussi dans le monde arabe. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur à l'université de Clermont-Ferrand qui m'a aiguillé vers l'islam médiéval, non pas pour expliquer le présent, même s'il y a des connexions qui peuvent être faites, mais parce qu'il y avait aussi des choses à faire intéressantes, beaucoup plus qu'en sciences politiques ou en histoire contemporaine, où aujourd'hui, de façon très pragmatique, il y a énormément de monde qui travaille sur le monde arabe. Donc je me suis intéressé à l'islam médiéval parce qu'il y avait des textes à lire et qu'il y avait un déficit de chercheurs sur cette question. J'ai fait un master donc à Lyon sur les 3 premiers califes. C'est une période qui m'a alors passionné et j'ai vraiment découvert cette période à travers les textes. Et donc j'ai vraiment pris conscience du besoin de revenir à ces textes, de les lire, de les comprendre. Et j'ai réalisé aussi tout ce qu'il y avait à faire en termes de recherche sur des formes d'islam plus minoritaires, moins bien connues, et sur lesquelles il reste beaucoup de textes à lire. Et là, depuis quelques mois, tu as donc commencé une thèse justement sur une de ces formes un petit peu marginales de l'islam. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton sujet ? Donc moi, je travaille sur l'ibadisme. C'est généralement quelque chose que l'on ne connaît pas du tout. Les ibadites se définissent volontiers comme la 5e branche de l'islam sunnite, aux côtés des 4 grandes écoles de l'islam sunnite, c'est-à-dire le malikisme, le shafiisme, le hanbalisme et le hanafisme, ou alors des fois comme la 3e branche de l'islam, à côté du sunnisme ou du chiisme. Et donc l'ibadisme, c'est une école juridique. Alors elle a des origines très problématiques, on ne sait pas exactement qui est le véritable fondateur de cette école. Ce qui est sûr, c'est qu'elle se développe réellement lorsque des imamas sont fondés. Je parle d'imamas, c'est-à-dire en fait de pouvoirs similaires à ceux d'un califat, avec à leur tête un imam, c'est-à-dire un chef religieux et politique. Et donc des imamas se développent en particulier dans la décennie 750, en Arabie du Sud, au Yémen, dans la région du Hadramaut, qui est la région qui est aujourd'hui à la frontière avec Oman. Des groupes se révoltent contre l'autorité omeyyade et un imam est proclamé. Il va régner 2 ans, c'est peu, mais ça pose les jalons déjà pour l'établissement d'un pouvoir ibadite. Quelques années après, 2 ans après, un nouvel imam émerge à Oman. Là encore, il va régner seulement 2 ans, mais l'ibadisme a vraiment pris corps à Oman. Et c'est là que, en 793, un imamat qui va là durer 1 siècle, donc c'est beaucoup plus long, s'établit et va exister de manière totalement autonome vis-à-vis du califat abbasside, en interaction avec lui, mais il va repousser des tentatives d'invasion. Et donc l'imam va être à la tête de cet État, entouré par des juristes qui vont établir un corps de textes, de jurisprudence. On parle de fiqh en arabe. Et ces textes vont donner corps à l'école ibadite, à proprement parler, telle qu'on la connaît aujourd'hui, et telle qu'elle existe encore aujourd'hui, à Oman et dans le Mzab, en Algérie, puisque dans les mêmes décennies, c'est-à-dire autour des décennies 750, des révoltes ibadites agitent également cette zone du Maghreb, qui a toujours été une zone très instable dans l'Empire, et des imamas sont également proclamés dans cette région. Il y a un imama qui va exister, l'imama Roustamide, pendant un peu plus d'1 siècle au Maghreb, autour de la ville de Tahart, qui a aujourd'hui disparu dans sa forme médiévale, mais qui était en Algérie centrale, et qui va avoir un rôle décisif dans la mise en place d'un commerce transsaharien, un commerce évidemment d'or, mais un commerce également d'esclaves. Et qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse ? Moi, je m'intéresse en particulier à la question de la théorie du pouvoir dans l'ibadisme, c'est-à-dire la construction d'un corpus de textes autour des fonctions de l'imam, c'est-à-dire comment est-ce que l'imam doit agir, comment est-ce qu'il doit se comporter, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et qu'est-ce qu'il doit faire, comment est-ce qu'il doit s'investir dans la guerre, comment est-ce qu'il doit traiter les chrétiens ou les juifs,
Et je m'intéresse en parallèle à cette approche plus théorique, à l'histoire d'Oman à proprement parler, puisque ça reste un trou noir dans l'histoire de la péninsule arabique. On a des recherches qui sont faites maintenant sur le Yémen, mais Oman reste très peu connu, très mal connu, alors qu'il y a un pouvoir qui s'est établi là et qui a duré longtemps et qui a produit des textes et sur lequel on est en mesure de pouvoir parler. Tu peux nous rappeler où se situe Oman ? Oman, dans sa forme actuelle, c'est au sud de la péninsule arabique, légèrement au nord du Yémen. Donc le pays partage aujourd'hui des frontières avec l'Arabie Saoudite, avec le Yémen et avec les Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, il contrôle aussi le détroit d'Ormuz, qui est un détroit très très important évidemment pour le commerce du pétrole. Donc c'est un pays qui est à la fois extrêmement important et en même temps qui est très mal connu. Et sur quel document est-ce que tu travailles pour faire tes recherches ? Les sources que l'on a pour travailler sur l'ibadisme à Oman, ce sont essentiellement des sources de jurisprudence qui ont été composées après la chute du premier imama en 893, puisque c'est au moment où le pouvoir s'effondre que l'on se met à écrire ce que doit être le pouvoir. Donc il y a déjà cette notion de l'écrit vraiment très importante, même en Orient. Bien sûr, et en fait l'intérêt aussi de l'ibadisme, c'est ces documents de fiqh, bien sûr, qui ne sont pas travaillés, mais c'est aussi des épîtres qui là sont écrites avant la chute de l'imama, au cours justement de l'existence de cet imama. On appelle ça des siyars à Oman. Ce sont des textes souvent assez courts, parfois ils sont plus longs, mais c'est plus rare, qui sont échangés entre des savants, donc c'est ce qu'on appelle des oulémas, qui s'écrivent, ou qui écrivent à l'imam pour lui expliquer comment est-ce qu'il doit se conduire, quels sont les impératifs qu'impose sa fonction. Et c'est une correspondance qui est très très riche, puisque ce sont des textes qui remontent pour certains au 8e siècle, ce qui en fait des documents parmi les plus anciens que l'on possède pour faire l'histoire de l'islam. Et comment tu accèdes à ces documents ? Oman, on a la chance de pouvoir y aller facilement. C'est un pays très beau, très sécurisé, dans lequel les gens sont très accueillants et dans lequel il y a une culture de la recherche sur l'ibadisme. Il y a une activité de publication très importante à Oman. Ils accueillent volontiers les chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là. J'y ai fait un saut en septembre et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de ces oulémas qui aujourd'hui travaillent à éditer ces textes et à conserver les manuscrits, puisqu'il y a aussi un grand nombre de textes encore à l'état manuscrit, dont certains que j'ai pu récupérer et sur lesquels j'espère travailler. Donc tu as pu voir ces manuscrits du 8e siècle directement comme ça ? Alors en fait, ce ne sont pas des manuscrits du 8e siècle, ce sont des manuscrits qui ont été copiés au 18e siècle. Ah oui, très tardivement. Très tardivement. C'est une chance puisque ce sont des manuscrits qui sont beaux, qui sont lisibles, qui sont peu abîmés, mais qui sont en fait des copies de textes beaucoup plus anciens, et donc qui nous permettent d'avoir accès à ces textes du 8e siècle, du 9e ou du 10e siècle, et qui datent essentiellement, qui ont été copiés donc au 17e, 18e siècle, qui est une période de restauration de l'imama, puis de conflit entre l'imama et le sultanat, durant laquelle il y a un renouveau de la pensée ibadite, ce qu'on appelle une renaissance, en arabe nahda. C'est une période très importante où on a une volonté de retour aux origines, et donc de préservation de l'héritage ibadite, de l'héritage religieux, de ce qui faisait finalement l'originalité de cette école, alors que justement le XVIIIe siècle est marqué par une pénétration des influences sunnites à Oman. Mais ces manuscrits du 8e siècle, ils les ont encore ? Non, il n'y a plus aucun manuscrit du 8e siècle qui est préservé. Le plus ancien manuscrit qui est conservé à Oman date du 16e siècle, si je ne me trompe pas. Il n'est pas dans un très bon état, j'ai pu le voir. Mais ce qui compte, je crois, c'est vraiment le fait que ces textes, même recopiés à l'époque moderne, préservent finalement cette mémoire communautaire et nous permettent d'accéder à des textes qui sont d'une valeur réellement inestimable. Mais au niveau de la copie, comment on peut être sûr que c'est une copie exacte ? Est-ce qu'on peut être sûr ? On ne peut jamais être sûr, évidemment, mais il y a des spécialistes en codicologie et des gens qui connaissent très très bien ces questions de transmission de la science dans l'ibadisme, qui néanmoins parviennent à identifier la matière qui est contenue dans ces textes en la recoupant avec d'autres textes que l'on connaît de cette même époque, et cela permet de savoir que ce sont des textes qui généralement n'ont pas été altérés. Parfois il y a des altérations, mais enfin les altérations dans les manuscrits, on appelle ça des colophons, c'est-à-dire des choses qui sont écrites en marge de ces textes, qui ont été rajoutées parfois par l'auteur ou le copiste, et qui nous donnent des précisions sur l'époque du copiste, mais il n'y a pas un risque réel, je crois, de falsification de ces textes. Est-ce qu'il est prévu que tu retournes à Oman bientôt ? J'espère y retourner parce que je crois que vivre au contact de l'environnement sur lequel on travaille, c'est quelque chose de très important. Oman, c'est une géographie très particulière qui a énormément influencé l'histoire de la région. On a la région côtière,
d'Oman, qui a toujours été une région dans laquelle le sunnisme a pénétré avec force, alors que l'intérieur du pays, qui est préservé en fait par une barrière montagneuse, a lui été totalement préservé de ces influences sunnites et reste encore jusqu'à aujourd'hui un bastion ibadite très conservateur, très ouvert en même temps sur le monde extérieur, mais pratiquant une religion très conservatrice. Et c'était pas la première fois que tu allais au Moyen-Orient pour tes études, c'est ça ? C'était pas la première fois, j'ai eu la chance de pouvoir partir 3 fois en tout, cette fois-ci au Moyen-Orient, pas tellement dans la péninsule arabique, mais en Jordanie. Je suis allé à l'Institut français du Proche-Orient pour faire des stages de langue arabe dans le cadre de mon cursus en langue arabe, 2 fois pendant 1 mois, et durant l'année 2018-2019, j'ai pu partir 1 an entier à Amman pour apprendre l'arabe et être en immersion linguistique. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à se capter. Enfin, tu étais tout le temps trop loin en fait. Exactement, oui. Et donc là, tu dirais que tu parles couramment l'arabe. Tu en es où par rapport à l'apprentissage, qui est très très dur pour l'avoir un petit peu pratiqué aussi. Je sais que ça peut être très difficile. J'ai un enseignant qui m'a dit il n'y a pas très longtemps que pour maîtriser une langue comme l'arabe, c'était à peu près une dizaine d'années de travail pour la maîtriser complètement. Aujourd'hui, je suis en mesure, s'il fallait définir ce que je suis capable de faire, je suis en mesure de travailler sur des textes médiévaux, même si certains me résistent encore, parce que ce sont des textes difficiles. En revanche, pour tout ce qui est de la langue moderne, de la presse et des discussions, en particulier en dialecte oriental, jordano-palestinien, je suis plus à l'aise, évidemment. Il y a beaucoup de différences entre l'arabe médiéval et l'arabe contemporain d'aujourd'hui ? Il y a beaucoup de différences parce que l'arabe médiéval utilise des formes grammaticales et des façons d'écrire et d'agencer la phrase qui sont très différentes de ceux qu'on trouve dans la presse. Il y a eu une évolution de la langue arabe. Je ne sais pas si on peut parler d'une simplification, mais en tout cas, aujourd'hui, l'arabe de la presse est évidemment très très différent de l'arabe des manuscrits. Mais est-ce qu'on peut comparer ça entre l'évolution, entre le français médiéval et le français aujourd'hui, ou c'est pas, on peut pas comparer ? Le même enseignant m'avait fait la remarque lorsque je travaillais sur de la poésie pré-islamique. Je galérais, il faut bien le dire, parce que la poésie pré-islamique, c'est quelque chose de très très difficile, et c'est pas forcément ma tasse de thé. Et j'avais demandé de l'aide à ce professeur, qui m'avait dit il faut bien se rendre compte que même pour les Arabes, c'est difficile. Pour eux, c'est par exemple comme si on mettait sous le nez d'un Français du latin. Du latin carrément. Du latin ou de l'ancien français. Parce que moi, je peux déchiffrer l'ancien français, mais le latin, j'y connais rien du tout, donc il y a encore une différence. Il y a vraiment un vocabulaire dans la poésie pré-islamique qui est très 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 difficile et très rare en fait, parce qu'on ne l'utilise plus du tout aujourd'hui. Pour donner une petite anecdote, par exemple, on m'avait dit un jour que pour définir un chameau, puisque c'est évidemment l'animal de référence dans la poésie pré-islamique, il y a quelque chose comme 3000 mots en arabe. Quoi ? 3000 mots ? Oui. Ah oui, quand même. C'est impossible de tout connaître, évidemment, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une richesse linguistique dans la langue arabe qui est... on n'en vient jamais à bout, en fait. Et à part la linguistique, j'imagine, quels sont les autres problèmes que tu rencontres actuellement dans ta thèse ? Sur le plan purement formel, les 2 premiers mois de thèse, je remarque que c'est un exercice solitaire. On est seul face à son sujet, on est aussi seul face à ses doutes, et il y en a beaucoup. Je pense que tous ceux qui commencent une thèse ou qui sont passés par là le reconnaîtront volontiers. C'est des moments où, en tout cas pour moi aujourd'hui, je lis beaucoup de choses, mais j'ai encore du mal à poser des idées sur le papier. Et donc on se sent seul, même si on est évidemment épaulé par le directeur de recherche. On est en passe de devenir le spécialiste sur son sujet, et il faut assimiler ça sans être nécessairement complexé. Et il faut aussi être en mesure de se dire qu'on doit maintenant produire du savoir. Et ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau, même par rapport à un master recherche. On nous demande quand même de produire quelque chose de nouveau, mais il s'agit surtout de faire une synthèse de l'historiographie sur un sujet quand on est en master. La thèse, c'est vraiment apporter sur son sujet et devenir la référence. Et donc, évidemment, c'est une pression. C'est quelque chose qu'on ressent, je trouve, un petit peu au début, en tout cas. Pour finir ce podcast, Enki, il y a une question évidemment que je pose à chaque fois, mais qui là me semble vraiment particulièrement importante parce que finalement dans ce podcast, j'ai assez peu parlé d'islam médiéval. Donc Enki, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer des recherches sur l'islam médiéval ? Le premier conseil que je donnerais, évidemment, c'est de se former de manière solide dans la langue de ses sources. C'est quelque chose qui est trop peu fait aujourd'hui. On n'imaginerait pas commencer une thèse sur la royauté franque sans maîtriser le latin. C'est pareil, ça doit être pareil pour le monde arabe. Je dis monde arabe, moi c'est l'arabe, mais pour des gens qui voudraient travailler sur les Mongols, il faudrait apprendre les langues de la cour mongole. Il faut se former dans les langues et ça fait souvent peur aux jeunes chercheurs qui commencent parce que l'arabe c'est une langue dure, c'est un nouvel alphabet,
C'est des années de travail, mais c'est impératif, je crois. On ne peut pas être légitime si on ne maîtrise pas au minimum la langue des sources. Et quand on maîtrise évidemment la langue orale, disons la langue d'aujourd'hui, l'arabe standard contemporain, c'est un plus puisqu'on est en mesure de travailler avec les chercheurs du monde arabe, et il y en a beaucoup, qui s'intéressent aux mêmes problématiques. Ça permet de décloisonner vraiment les champs et de ne pas avoir cette espèce d'affrontement entre la tradition académique occidentale et la tradition académique orientale. En l'occurrence, à Oman, par exemple, il y a vraiment une production très importante, scientifique, sur lesquelles il y a des choses à redire, mais qu'il faut lire, et souvent elle est en arabe. Et donc le deuxième conseil que je pourrais donner également, c'est que en travaillant sur l'islam médiéval, quand c'est possible, c'est aussi un grand plaisir de pouvoir faire un lien avec le terrain sur lequel on travaille. Même si on n'est pas en sciences politiques, on peut aller parfois dans les pays concernés. J'ai la chance de pouvoir aller à Oman, mais il y a plein d'autres pays qui sont accessibles et dans lesquels on peut visiter les monuments, on peut aller dans les lieux où se sont passés les événements sur lesquels on lit. Et ça instaure une relation quand même très particulière avec ces sources, qui je crois quand même est quelque chose de très important. On vit un peu mieux son sujet quand on sait là où ça s'est passé. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez bien plus sur les débuts de l'islam, sur comment est né l'islam en Arabie. Donc merci beaucoup Enki Baptiste pour tout ce récit. Merci à toi. Si le sujet vous a intéressé, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast passionmédiéviste.fr pour retrouver plus d'informations et aussi écouter l'épisode 33 qui porte sur la redécouverte au XIIIe siècle d'un texte de la tradition islamique, le texte de l'échelle Mahomet. Vous pouvez aussi retrouver Passion médiéviste bien sûr sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais ça c'est bon, j'ai plus besoin de le dire, vous le savez bien sûr. Et petit message de fin que j'enregistre des mois après avoir enregistré cet épisode pour vous parler entre autres du Tipeee de Passion médiéviste. Je remercie tous celles et ceux qui ont contribué ce mois-ci et notamment, alors j'ai plein de gens à remercier, Paulette, Ishan, Nathalie, Jocelyn, Alexander, Sandrine, Caf, Elisabeth, Maëlys, William, Iroel, Ziad, Coralie, Audrey, Solène et ma copine Sophia. Grâce aux dons sur Tipeee, ces dernières semaines, j'ai pu faire pas mal d'enregistrements, notamment à Dijon, mais aussi à Paladru. Oui, je suis allée au fameux lac de Paladru, dont vous entendez tout le temps parler dans le générique de l'épisode, pour enregistrer un Hors les murs à propos des chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, et donc vous entendrez ça fin juillet dans le podcast. Alors j'ai aussi des gens incroyables à remercier ce mois-ci. Je vous avais déjà parlé, j'ai ouvert un Discord de Passion médiéviste qui est ouvert aux personnes qui soutiennent sur Tipeee, et sur ce Discord se sont motivées plusieurs personnes suite notamment à l'épisode 40 sur la surdité au Moyen-Âge pour retranscrire les épisodes de Passion médiéviste. Et là, en un mois, ces filles, parce que bon, en majorité sont des femmes maintenant, il y a quelques hommes qui ont rejoint le groupe, mais elles ont fait un travail incroyable. Il y a bientôt plus d'une quinzaine d'épisodes qui sont retranscrits. Donc pour voir les retranscriptions, il faut aller sur le site internet passionmédiéviste.fr et sur l'article des épisodes, vous trouvez en bas transcription de l'épisode, cliquez pour dérouler et là il y a toute la transcription de l'épisode. C'est notamment le cas pour les 5 derniers, pour les quelques premiers, et puis au fur et à mesure, elles sont en train de tout retranscrire. Alors vraiment un énorme merci à elles, notamment So et Marion, qui sont celles qui font le plus de boulot. Grâce à vous, ce podcast vraiment gagne encore en qualité et je vous en remercie énormément. Et donc si vous qui m'écoutez, vous avez aussi envie de participer à la retranscription des épisodes de Passion médiéviste, voire aux épisodes de Passion moderniste, eh bien envoyez-moi un petit message sur Facebook, Twitter, Instagram ou par mail, donc passionmédiéviste, avec un S, médiéviste, @gmail.com. Et dans le prochain épisode, on va rester dans le domaine de la religion, mais en changeant totalement d'aire géographique. On va parler de la christianisation des sociétés scandinaves en août. À bientôt, salut!